On va vite installer notre invité de ce dimanche soir. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Allez-y, rapprochez-vous de moi. Voilà, sur la chaise la plus proche. Et du coup, je vais accueillir... Merci beaucoup à mes invités qui étaient là pour parler de l'affaire Pierre Palmade. Et j'accueille bien sûr Charles Consigny et Pablo Pio-Vivien. Bonsoir. Normalement, ils sont à ma gauche. Du coup, je suis extrêmement perturbée. Mais c'est bien, il faut ça... Pas du tout. Vous savez quoi, il faut savoir un peu perturber les habitudes. Au contraire, pas de routine. On est ravis de vous accueillir, Bernard-Henri Lévy. Vous êtes philosophe, essayiste et réalisateur aussi. On va parler ce soir de votre dernier film qui s'appelle Slava Ukraini. Ça sort le 22 février prochain. Ça a été tourné en 2022 sur plusieurs semaines dans plusieurs villes ukrainiennes. Et je le disais tout à l'heure, vous étiez au plus près de la ligne de front, au plus près aussi des civils ukrainiens. Il y a des échanges entre vous et certains civils qui sont extrêmement forts dans ce film. Et c'est une illustration parfaite, une de plus, bien sûr, du courage et de la résilience des Ukrainiens. Parlons d'abord, avant de regarder quelques extraits de ce film, parlons de l'actualité la plus récente. Et en l'occurrence, ce coup de fil ce soir entre le président Zelensky et Emmanuel Macron. Un coup de fil qui a eu lieu, en l'occurrence, en fin de journée. Alors, on a eu les grandes lignes de ce qui ressort de cette conversation. Ils sont revenus ensemble sur les visites récentes du président Zelensky en Europe. Ils ont ensuite évoqué la nécessité de renforcer, d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Et le chef de l'État français a aussi réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points qui est proposé par le président Zelensky. Il lui a assuré qu'il le soutiendrait dans cette initiative. Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'en ce moment, est-ce que dans la séquence dans laquelle nous sommes, où les combats font rage en ce moment en Ukraine, ces coups de fil, ça sert à quelque chose ? Ah oui, le coup de fil entre Macron et Zelensky, certainement, et la réaffirmation par Macron du soutien de la France et du soutien militaire accru, c'est très important, évidemment. Il y a deux facteurs dans cette guerre. Il y a la vaillance des Ukrainiens et il y a le soutien militaire de l'Occident. Donc, le leader de la France et d'une certaine manière du monde libre, avec Biden qui se met un peu en retrait, qui affirme ça, c'est des canons, des chars, des avions, c'est très important. Alors, vous dites à ce sujet, il y a eu la surprise Zelensky et la surprise Biden. Personne ne l'avait vu venir sur ce plan-là et dans la manière dont il s'est engagé dans ce conflit ukrainien. Absolument. Et ça a été une surprise pour les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs. Et je crois pour Zelensky, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu sur le terrain, en Ukraine. Il pensait, comme tout le monde, que c'était un vieil homme qui avait été élu par défaut, qui allait se contenter de gérer l'héritage Obama. Et puis, d'un seul coup, ils ont vu cet homme touché par une espèce de je ne sais pas, de grâce en Pologne, d'ailleurs, quelques jours après le début de l'invasion. Nommant Poutine pour ce qu'il est, c'est-à-dire un boucher, disant clairement, hors de tous les usages diplomatiques, que la Russie mérite mieux que d'être dirigée, que d'être présidée par un chien de guerre et par un ancien voyou. Et il y a eu là quelque chose de très surprenant qui prouve que, vous savez, l'histoire n'est jamais écrite. Voilà. La grande erreur que commettent les peuples, les chefs d'État et parfois les commentateurs, c'est de croire qu'il y a des lois de l'histoire. Il y a toujours des grains de sable qui viennent dérégler les lois prévues de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'un autre président américain se serait abstenu d'aider l'Ukraine ? On imagine bien que Trump, sans doute, n'aurait pas fait autant parce qu'il a un lien bizarre avec Poutine. Mais sinon, est-ce que, fondamentalement, les Américains ne défendent pas leurs intérêts aussi? Est-ce qu'ils font pas d'une pierre deux coups, en quelque sorte? Ils aident un pays qui a besoin de l'être et qui a besoin légitimement d'une aide importante, mais en même temps, ils poursuivent leurs intérêts qui sont anciens dans cette région-là et vis-à-vis de la Russie. Oui, mais leurs intérêts, c'est d'aider l'Ukraine. C'est-à-dire que, en effet, il fallait un président américain et il fallait un président français qui comprennent à quel point leurs valeurs et leurs intérêts coïncidaient. Alors, je pense que Trump n'aurait pas compris ça, certainement pas. Il l'a même d'ailleurs quasiment dit. Je ne suis pas sûr que Barack Obama, malgré toute l'admiration que j'ai pu avoir pour lui, se serait conduit aussi bien que Biden, l'homme qui avait dit à Bachar el-Assad, il y a une ligne rouge, si tu la franchis, on te tape, il l'a franchi, il ne s'est rien passé.
Biden a eu une sorte de courage tout à fait exceptionnel dans cette affaire. Revenons justement sur ce que dit Emmanuel Macron dans le journal du dimanche sur ce conflit ukrainien. Il dit vouloir la défaite de la Russie en Ukraine, je le cite, mais il dit aussi qu'il est convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement. Je pense qu'il ne faut pas défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol, qu'il ne faut pas l'écraser. Comment ça peut résonner en ce moment, ce genre de propos en Ukraine? On pensait que l'état d'esprit du président de la République avait un peu évolué sur ce plan-là, mais on n'est pas très loin de il ne faut pas humilier la Russie. Hein. Moi, je crois qu'il faut, je ne sais pas, il y a peut-être un malentendu, je crois qu'il faut écraser militairement l'Ukraine. Vous pensez qu'il y a vraiment un malentendu dans ces propos d'Emmanuel Macron? La Russie, vous avez fait un lapsus. Vous faites bien de... Je crois que l'Ukraine doit écraser militairement la Russie. C'est capital. Si on veut vraiment la paix, si on veut vraiment que cette guerre s'arrête, si on veut vraiment que tous les autres tyrans du monde ne prennent pas modèle sur Poutine, il faut que la Russie soit battue à plate couture, sans aucun compromis et sans aucune échappatoire. Tout ce qui peut permettre à Poutine, à l'arrivée, de dire « j'ai pas vraiment été battu, j'ai eu raison d'affronter l'OTAN, j'ai eu une coalition immense contre moi et je m'en suis pas si mal sorti », tout cela sera désastreux pour l'avenir. Donc je pense qu'il faut militairement l'écraser. Après, ce qui se passera en Russie, ça en effet, Macron a raison, c'est pas le problème de la France. Et je crois que Zelensky serait d'accord pour dire que ce n'est pas non plus le problème de l'Ukraine. Oui, mais sur la nécessité d'écraser militairement la Russie, vous pensez que l'approche d'Emmanuel Macron est la mauvaise, en tout cas? Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, moi j'ai toujours entendu Emmanuel Macron dire qu'il souhaitait, accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire. Et 2, que la victoire, ça voulait dire ce que l'Ukraine déciderait. Voilà, que c'est l'Ukraine qui était juge de ce que victoire signifierait. Est-ce que ça signifie la reprise du Donbass dans son intégralité? Est-ce que ça signifie la reprise de la Crimée? Le président de la République a toujours dit c'est à l'Ukraine et à l'Ukraine seule de décider qu'est-ce que la victoire doit être, et je l'accompagnerai jusque-là. Il n'a jamais démordu de ce point. Après, il a toujours dit qu'il maintenait une ligne ouverte avec Poutine, etc. Ça, c'est une autre histoire. Il a quand même du mal à tenir un discours fondamentalement anti-Kremlin, non? Vous pouvez pas dire le contraire. Moi, je pense qu'il... Écoutez, j'ai vu... Il essaie de tenir les deux bouts de l'histoire. Il essaye de pas... Il fait du en même temps. Moi, je parle de ce que je vois. Et on va voir ce que vous avez vu. Mais c'est important. C'est important aussi de parler de la... J'ai vu les deux présidents ensemble. Ouais. C'est comme ça. Il se trouve, j'ai eu la chance de voir Macron et Zelensky ensemble. Voilà. Et je suis peut-être complètement naïf, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait entre eux les désaccords, les méfiances, les machins que j'entends ici ou là. J'ai eu l'impression, au contraire, d'une camaraderie, d'un accord, d'une complicité ancienne qui remonte au moment où Macron a été le premier chef d'État à le recevoir, à l'inviter à Paris, alors que lui, Zelensky, n'était même pas encore élu président de l'Ukraine, etc. Mais là, quand on vous écoute, vous êtes en contradiction totale avec Emmanuel Macron qui dit on peut trouver une solution par la négociation. Vous vous dites non, c'est que les fusils, les chars et les avions. Non, pas les fusils et les chars. Je pense qu'on ne peut pas négocier sérieusement avec un voyou. Poutine, c'est quelqu'un qui a grandi, qui s'est formé dans la guerre des gangs à Saint-Pétersbourg. Après l'épisode Dresde. C'est quelqu'un qui n'a pas de parole. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de signer un accord et de s'y tenir. Donc c'est très difficile. J'adorerais... C'est hélas le cas de beaucoup de chefs d'État autour du monde. Pas à ce point. Ils ont moins de pouvoir, parfois. Pas à ce point, et en effet, pas avec le pouvoir dont ils disposent. Donc, il me semble que pour cette première raison-là, c'est très difficile de négocier. Et il me semble par ailleurs qu'il est allé si haut dans l'échelle du crime de guerre et du crime contre l'humanité, qu'il y a là quelque chose tout de même qui est de l'ordre de l'irréparable. C'est difficile de parler avec quelqu'un qui a fait Boutcha, qui a fait Izium. Moi j'ai vu les morts de Boutcha. J'ai vu le charnier d'Izium juste après que les Ukrainiens l'aient découvert début septembre. C'est assez inoubliable pour moi.
j'imagine que pour les Ukrainiens, ça allait bien davantage encore. Est-ce qu'on peut négocier avec un homme qui a fait ça et qui n'a pas fait ça par hasard? Parce qu'une des choses que je montre dans le film que vous avez vu, c'est qu'il y a chez Poutine et dans l'armée russe une vraie stratégie du charnier. C'est pas juste des soldats perdus qui flinguent à tout va dans l'affolement et dans le départ. Il y a vraiment une stratégie de la terreur qui passe par la stratégie du charnier. Mais donc si on ne peut pas négocier avec Poutine, on ne peut pas négocier tout court. On ne négocie pas. Eh bien, écoutez, vous dites, il faut un ascendant militaire qui nous permettra ensuite de pouvoir mieux négocier. Il faut, en effet, repousser l'armée russe dans les frontières qu'elle occupait, soit avant le 24 février, soit avant 2014. Il faut que les Russes rentrent chez eux. Et puis après, qu'il y ait, bien sûr, comme dans toutes les guerres, un accord d'armistice, voire de paix, bien sûr. Mais il faut, je pense qu'il faut d'abord que les Ukrainiens retrouvent leur souveraineté. D'abord, la Chine a évoqué le fait que, Blinken, le secrétaire américain, a déclaré qu'il craignait que la Chine livre des équipements militaires à la Russie. Et il y a beaucoup d'experts qui disent qu'en fait, il n'y aura pas d'armistice ni d'accord, que c'est pas le plus probable, mais que ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un conflit latent, durable, qui permettrait à la Russie de ne pas se déclarer vaincue, en maintenant une zone dans laquelle elle ferait des offensives régulières, où elle annexerait des bouts de territoire. Je crois vraiment que pour la paix du monde, que si vraiment, pour reprendre les mots, si on ne veut pas d'escalade, si on ne veut pas de risque de conflit généralisé, il faut éviter ça. Parce que ça, ce que vous décrivez là, c'est ce qu'il y a entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, par exemple, cette espèce de conflit gelé. Eh bien, cette situation-là, entre la Russie et l'Ukraine, entre une puissance nucléaire et l'Ukraine, ce petit jeu-là, c'est justement ce qu'il faut prévenir et ce qu'il faut empêcher. Et qu'est-ce qu'on fait si les Chinois livrent des armes, par exemple? Écoutez, les Chinois, il y a deux données. La première donnée, c'est qu'évidemment, c'est vrai, depuis avant le 24 février, il y a une alliance entre la Chine et la Russie. Il y a une internationale des vieux empires qui rêvent de devenir des nouveaux empires. C'est l'Iran qui livre des drones, c'est la Chine qui livre du matériel, c'est la Turquie qui évacue le pétrole russe et le gaz russe à travers ses propres gazoducs, c'est les talibans qui ont qui sont entendus avec les Russes, et c'est Poutine. Ça, c'est vrai. Il y a cette espèce d'international du crime qui existe. Puis de l'autre côté, je ne suis pas un expert de la Chine, mais il y a quand même en Chine une tradition d'une impérialité qui passe pas forcément par les armes et par la violence. Je pense cela. Il y avait au XVe siècle le bâtisseur de la grande flotte chinoise qui s'appelait l'amiral Zheng He, je crois, qui a construit la plus grande flotte de l'histoire de la Chine, avec interdiction sous peine de mort au capitaine des jonques qu'il venait créer de franchir la pointe du Mozambique. Donc il y a aussi cette tradition-là. Donc vous pensez qu'ils n'iront pas qu'ils ne s'engageront pas dans un conflit militaire? Je pense que Xi Jinping, c'est pas Poutine. Je pense qu'il n'est pas animé de cette espèce d'hubris, en tout cas pas la même forme d'hubris impériale que Poutine. Donc je crois, il me semble, mais ça j'ai pas vu, je sais pas, je suis pas allé sur le terrain comme en Ukraine, mais il me semble que là-dessus, lorsque Blinken, le secrétaire d'État américain, dit qu'il négocie avec son homologue, ça ne me paraît pas impossible. Revenons à l'Ukraine précisément, puisqu'on parle de soutien militaire. Le ministre de la Défense français a annoncé que des chars de combat seraient livrés dès la fin de la semaine prochaine aux Ukrainiens. Est-ce que vous considérez, vous, que sur le plan du soutien militaire, les Occidentaux sont au rendez-vous, ou qu'il faut d'ores et déjà aller plus loin et donner des avions de chasse aux Ukrainiens comme ils le réclament ardemment? Je pense que la frontière de l'Europe, elle est en Ukraine. Je pense par conséquent que les armes européennes, elles sont plus à leur place en Ukraine que dans nos arsenaux. La défense nationale, comme on dit, de la France, de l'Allemagne... Quels que soient nos stocks, même si on n'en a pas beaucoup? Eh bien, je crois qu'il faut prendre le risque, en effet, de dégarnir nos stocks. C'est ce que font d'ailleurs les généraux européens. C'est ce qu'a décidé le président Macron, au profit de l'Ukraine, parce que c'est là que se livre la bataille, parce que c'est là que nous sommes attaqués. Poutine, je crois là encore, c'est une chose que j'ai entendue si souvent en Ukraine. Il n'a pas déclaré la guerre que à l'Ukraine.
il a déclaré la guerre aux valeurs occidentales, à l'Occident et à l'Europe. C'est comme ça. Il l'a dit au club Valdaï en 2014, il l'a répété l'année dernière, il a un numéro 2 de son état-major qui, au mois de décembre dernier, a menacé les capitales occidentales de frappes nucléaires si elles s'opposaient aux desseins russes. Donc c'est à ça qu'on a affaire. Donc face à ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis comme tout le monde, j'aime pas la guerre, j'ai peur de la guerre. Je suis l'enfant d'une génération qui a cru qu'on en avait fini avec la guerre. La guerre nous est déclarée. Parce que vous considérez que c'est notre guerre. À nous aussi, parce que tout à l'heure, la semaine dernière, Thierry Mariani du Rassemblement National était sur ce plateau face à nous et il disait ce n'est pas ma guerre. Je ne dois pas avoir le même avis que Thierry Mariani. Non, évidemment. Mais moi, contrairement à Thierry Mariani, j'écoute Poutine. J'écoute ce qui se dit au club Valdaï. J'écoute ces idéologues type Douguine qui disent sur tous les tons, il faut être sourd pour ne pas les entendre, l'Ukraine est presque un prétexte. L'Ukraine, on pensait l'avaler en 3 jours. La vraie cible, c'est l'Europe, c'est les valeurs démocratiques, c'est les valeurs libérales, c'est le mode de vie des pays européens. C'est ça que disent, hélas, les Russes. C'est pas les théoriciens de la guerre, notamment Clausewitz, disent qu'il y a 2 types de guerres. Les guerres interétatiques et les guerres absolues ou les guerres idéologiques. Cette guerre d'Ukraine, elle est de la 2e catégorie. C'est une guerre d'idées déclarée par la Russie, évidemment, déclenchée par la Russie. Et vous l'avez montré dans ce film très fort que vous avez réalisé, Slava Ukraini. Je le rappelle, ça sort en salle le 22 février. On va regarder un extrait parce que je voulais quand même qu'on revienne sur les questions d'actualité de ce dimanche. Mais regardons ce premier extrait. Donc, c'est dans la ville de Bakhmout. Je rappelle que ça a été tourné en 2022, ce film. Et vous nous direz d'ailleurs dans un instant ce qui vous a incité à le faire. Regarde. Les rues, puant le sang qui a tourné, et la charogne. Ce silence de pierre brûlée qui rappelle les derniers jours du siège de Sarajevo et ma sidération quand partout, dans ce quartier de l'académie pédagogique, je ne vois que la mystérieuse présence de la mort. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Bernard-Henri Lévy, quand vous voyez ça? Une immense tristesse à l'idée d'une vraie ville qui a été animée, qui a été peuplée et qui est réduite à ça, voilà, par le caprice d'un seul, par le caprice d'un homme. Un immense chagrin. Vous avez réalisé un premier film sur le début du conflit, mais là vous dites ce 2e film, c'est un sentiment nouveau qui m'a incité et poussé à le faire, et en l'occurrence, c'est notamment un sentiment de culpabilité. Culpabilité. Pourquoi ? C'est vous qui l'avez dit, je vous ai lu. Oui. Culpabilité d'être parti. De ne pas continuer. De ne pas continuer, bien sûr, oui. Dans une aventure comme celle-là, vous savez, on a, avec mes camarades, Marc Roussel, Gilles Herzog, toute notre petite équipe, on a en effet sillonné toutes ces zones du front. À partir de Kharkiv jusqu'à Kherson. On a rencontré des gens, on a noué des liens. De camaraderie, de fraternité. Puis d'un seul coup, on s'en va. On rentre à Paris, dans le confort de nos vies. On prend des nouvelles, on téléphone, on attrape des connexions Zoom. Et évidemment, on se sent mal. Et on a l'Ukraine au cœur, on a l'Ukraine aux tripes. Et on y retourne. Et c'est vrai que c'était à la fin du mois d'août, quand j'ai compris que les Ukrainiens était en train de se ressaisir, de passer à la contre-offensive, j'ai pensé que ma place était parmi eux. Alors pas comme un combattant, mais avec Vous y êtes mon resté arme. Combien de temps cette fois-ci? Du coup, la 2e fois en l'occurrence, ça a duré combien de temps? Ça a duré du 1er septembre jusqu'à la mi-décembre, une série de séjours. On est rentré. Des allers-retours. Des allers-retours, naturellement. Mais voilà, j'ai pensé que mon arme à moi, la chose avec laquelle je suis un peu efficace, c'est le stylo et c'est la caméra, et que ma place était à côté de ces Est-ce que amis vous faites ukrainiens. ça parce que vous sentiriez que le soutien occidental ou le soutien des opinions ou des politiques pourrait baisser? Bien sûr. Parce que
il y a un agresseur, un agressé, tout le monde est quand même à peu près d'accord. Il y a eu pour une fois des réactions fortes des grandes puissances, alors qu'en fait souvent on regarde les choses et personne n'ose vraiment agir. C'est ce qui s'est passé par exemple en Syrie, où finalement les morts se comptent en centaines de milliers, parce que finalement Obama d'ailleurs au dernier moment s'est déballonné sur ce conflit-là. Mais là, il y a une réaction internationale qui est quand même forte, de plus en plus forte, etc. Donc finalement, est-ce que vous sentez quand même que ça pourrait faiblir, et donc vous avez vous ressentez besoin de montrer aux opinions les images de ce que c'est vraiment. C'est ça qui vous anime ? Exactement. C'est réaction internationale, vous avez raison, magnifique, et pas vue depuis très longtemps. 2, quand même un tout petit peu toujours et systématiquement en retard. Et 3, qui pourrait faiblir, parce que les opinions, c'est déjà un miracle que depuis 1 an, les opinions restent fermes et ne se lassent pas. Ça pourrait faiblir. Donc ce film, c'est fait pour ça. C'est pour montrer dans les cinémas à partir d'après-demain, un jour à la télévision. J'espère que ce jour-là, la guerre sera terminée d'ailleurs, pour montrer la vérité de cette guerre. Pas les chiffres, pas le flux des images, mais les visages, les corps, les vies brisées, réelles, c'est surtout ça. Il y a effectivement des échanges extrêmement forts avec de la population civile, mais je le disais aussi, vous êtes vraiment au plus près des combats dans ce film. Donc c'est aussi, vous essayez d'être au plus près, et vous êtes au plus près, et c'est aussi une réponse ou un beau pied de nez à ceux qui considèrent que vous allez là-bas uniquement pour serrer des mains. Parce que là, vous êtes quasiment dans les tranchées. Nous sommes dans les tranchées. Vous êtes dans les tranchées. Il y a des images dans le film, nous sommes dans les tranchées. Effectivement, vous êtes dans les tranchées. Et je dirais même que pour la première fois, je crois, Bernard-Henri Lévy, peut-être que je me trompe, je vous vois avoir peur sur certaines images. C'est une des dernières scènes du film, on est à Kherson, sur la rive reprise du Dniepr avec les Russes en face et des snipers. Il faudrait être complètement irresponsable, comme dans un roman de Céline, pour ne pas avoir peur, naturellement. Mais en même temps, qu'est-ce qui est plus important ? C'est avoir peur, ou c'est la volonté et la détermination à témoigner. De témoigner. Mais justement, moi, il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est que vous parlez de la mort, vous parlez de la souffrance qui est engendrée par ce type de conflit armé, et en même temps, et c'est pas la première fois que vous chroniquez, que vous vous impliquez, entre guillemets, dans des conflits armés, depuis 30 ans, il n'y a pas beaucoup de conflits qui se sont terminés de façon claire, nette et précise. C'est bon, on passe à autre chose et maintenant la vie est belle sur le territoire. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment vous pouvez espérer qu'une victoire militaire, parce que c'est ce que vous appelez de vos voeux, puisse à un moment apporter la paix. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de déporter les enfants. C'est qu'on arrête les camps de filtration et la déportation d'enfants. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de bombarder les maternités. Ce que je veux, c'est ne plus voir des immeubles entiers où il reste une survivante, cette petite dame qu'on voit au début du film, à qui il ne reste qu'une baignoire suspendue dans le vide où elle passe ses nuits. Voilà, moi je veux déjà qu'on arrête ça. Après... Vous êtes sûr qu'augmenter le nombre d'armes en fait sur le territoire, moi je suis plutôt d'accord avec ça, mais c'est une question que je me pose. Augmenter le nombre d'armes et le nombre de potentielles souffrances en fait générées par les chars et les avions va permettre à la population ukrainienne de mieux vivre, au peuple de mieux vivre. C'est le même raisonnement, je sais que c'est pas le vôtre, pardonnez-moi, mais pour les téléspectateurs, c'est le même raisonnement que celui de ceux qui, en 1940-41, disaient « Est-ce que vous croyez vraiment que c'est en résistant, en parachutant des armes à partir de l'Angleterre, que vous allez réduire les souffrances du peuple français? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ajouter de la guerre à la guerre ?» C'est ça que disaient les pétainistes. C'est ça qu'ils opposaient à Jean Moulin et aux gaullistes et aux Anglais qui parachutaient des armes. Donc, évidemment qu'il y a toujours un problème, mais sur le fond des choses, la seule façon, et ça, je vous assure, je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai entendu aussi. La seule façon d'arrêter cette guerre, c'est que Poutine sache qu'elle est perdue. C'est qu'il sache qu'il n'a aucune chance de la gagner. Et alors, en effet, il reculera et la guerre s'arrêtera. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera, je ne sais pas comment vous disiez, elle est belle la vie. Elle n'est jamais totalement belle, la vie. Mais au moins,
on arrête les charniers. On arrête les hommes avec les mains ligotées dans le dos et une balle dans la nuque, comme nous les avons filmés et montrés dans le film. On va regarder un autre extrait. Ça se passe à Kherson, ville récemment libérée, dans laquelle vous croisez une femme qui, en l'occurrence, n'a plus de nouvelles de ses 2 filles. C'est ce qu'elle vous raconte. Regardez. Your children? Да, двое. 2 kids. They are in Petropavlinka or here? Они здесь? Нет, мы даже не знаем, где они. She even don't know where they're. You don't know? Вы потеряли? Ну, начали все убегать, и мы не знаем. How old are they? Сколько им лет? Ну, одной 27, второй 20. Дочки. 27 and 20. The daughter. Daughters. But you know that they are alive? Вы знаете, живы ли они? Не знаю. Don't know. Ладно, все, пошла. Ouais, échange très fort. Et je précise aussi que ce film est accompagné d'une très jolie musique réalisée par un artiste ukrainien, en l'occurrence. Comment tiennent-ils ? Comment tiennent ces femmes, ces hommes, après quasiment 1 an de conflit? Comment fait cette femme pour tenir encore debout alors qu'elle n'a aucune nouvelle de ses 2 filles? Parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle est endurante, parce qu'il y a dans l'humain des ressources insoupçonnées. Voilà. Parce qu'on n'a pas le choix dans ces moments-là? Non, on a peut-être le choix. Elle pourrait tenter de quitter l'Ukraine, elle pourrait... elle décide de rester là, de continuer de chercher ses enfants. Elle est courageuse, qu'est-ce que je vous dis? Il y a des mais je pense qu'il y a ça dans tous les peuples. Hein. Il y a des ressources de bravoure et de résilience insoupçonnées chez chacun d'entre nous. On l'a montré en France à l'époque de la résistance. Ces femmes et ces hommes sont des résistants ukrainiens. Et est-ce que malgré tout, malgré cette résilience, ils sont de plus en plus nombreux? J'imagine que sans y être, vous êtes en contact régulièrement avec des Ukrainiens. Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à être tentés de quitter le pays parce qu'ils se rendent compte que tout cela va durer peut-être longtemps? Non. Non, justement, c'est ça qui est très frappant et c'est une des choses qui m'a frappé tout de suite. Dès mes premiers voyages en Ukraine, au lendemain de l'invasion, c'est-à-dire au début du mois de mars, c'est que les trains, il y a un train qui va de la frontière polonaise à Kiev, un train de nuit. Les trains étaient pleins à l'aller et ils étaient vides au retour. Voilà, il y avait à l'aller, c'est-à-dire des gens, des pères de famille qui avaient accompagné leurs enfants en Pologne et qui rentraient se battre en Ukraine. Ça, le train était plein. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens fuyant l'Ukraine, les trains étaient vides. Ils pensent qu'ils vont la gagner, les Ukrainiens ? Ils n'ont aucun doute là-dessus. Et c'est un leitmotiv qui revient dans le film. Tous me disent, nous allons la gagner, cette guerre. Et ils pensent qu'ils vont la gagner pour une raison très simple. C'est pas la question du nombre. Ils sont moins nombreux. C'est pas la question des armes. Même avec les livraisons des armes de l'Occident, il y a tout de même plus d'armes du côté russe et plus nombreuses et parfois peut-être de meilleure qualité. Non, c'est le moral. C'est-à-dire qu'une armée qui sait pourquoi elle se bat, qui se bat pas juste pour sa solde, mais qui se bat aussi pour des valeurs, elle est assez invincible. Oui, mais il semble que les Russes savent aussi pourquoi ils se battent. D'après les informations qu'on a, l'opinion russe, par exemple, soutient plutôt ce conflit. Non, justement... Poutine est soutenu par tout son appareil d'État. Oui, mais côté russe, c'est pas l'appareil d'État qui se bat. Ce sont les braves soldats chèques et ce sont les atroces miliciens Wagner. C'est toujours le peuple qui crève. C'est eux qui se battent. Les miliciens Wagner, c'est-à-dire des soudards drogués à la vodka, repris de justice, souvent des très lourdes peines qu'on a élargies, que Prigojine a libérées, à condition qu'ils aient à servir de chair à canon sur le front. Honnêtement, c'est pas les meilleurs combattants. C'est pas de cela que se fait l'étoffe des héros. Donc moi, il me semble que depuis la nuit des temps, depuis les guerres médiques à l'époque d'Hérodote, quand vous aviez les guerriers persans et quand vous aviez les hoplites spartiates qui défendaient leur cité et qui défendaient leurs valeurs, c'est les hoplites qui l'emportent. Non.
À la fin des fins, à la fin des fins, c'est les Grecs qui l'emportent. Ah bon? Parce qu'ils défendent des valeurs, parce qu'ils défendent une certaine idée de la cité, parce qu'ils défendent une certaine idée de la liberté, parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Il l'a vu, le président ukrainien, votre film? Non. Pas encore? Il l'a pas vu, j'espère qu'il le verra. Est-ce qu'il y a encore des cinémas qui fonctionnent à Kiev? Je ne veux pas dire lequel pour des raisons de sécurité, je crois que ça ne sera dit qu'à la toute dernière minute, mais dans quelques jours en effet, et ça pour moi ça sera un moment très émouvant, je serai à Kiev dans une salle de cinéma qui ouvrira pour l'occasion, sans électricité, avec des générateurs, et qui montrera le film à ceux qui en sont les personnages, c'est-à-dire les civils, tels que ceux dont vous avez montré les images, des combattants qui viendront pour quelques heures. D'autres villes si leur commandant les y autorise, qui verront voir le film. Donc c'est une sacrée opération, une sacrée logistique quand même de faire venir toutes ces personnes pour le film. J'espère que cette logistique fonctionnera et j'espère que ceux qui ont vraiment fait ce film, c'est-à-dire les Ukrainiens, à qui je le dédie, qui en sont les auteurs avec moi, qui en sont les personnages, qui en sont les héros en tous les sens du terme, j'espère qu'ils seront là et pour moi ça sera un des plus beaux jours de ma vie si je parviens à leur montrer ce film à Kiev dans quelques jours.